accord de pacotille à Bruxelles ou un accord solide? Salut Baptiste. Bonjour Olivier. Alors on a eu l'euphorie à Bruxelles, enfin un gouvernement, enfin, après 613 jours, quoi, t'imagines On avait parlé au précédent podcast, là, et maintenant, effectivement, là, c'est tu fait. te rappelles qu'à ce moment-là, il était en train d'être finalisé, donc on a fait le podcast précédent sur le fil. Bravo à toi, d'ailleurs, tu avais mis Boris Diliès parmi, dans la liste. parmi les ministres présidentiels. On en reparlera, il a fait des débuts en fanfare, mais ça c'est autre chose. Mais toujours est-il que il y a eu un soulagement, c'est clair, avec cette nouvelle majorité à 7. Les premiers pas ont été chancelants. J'ai dit d'abord parce que le ministre-président surprise, qui n'en était pas une pour nous, Boris Diliès, ancien bourgmestre d'Uccle désormais, a eu un peu du mal. Et il faut dire qu'on lui a rien laissé passer non plus du côté néerlandophone, avec sa maîtrise de la langue, somme toute assez relative. Mais c'est pas tout. Il y a aussi un accord du gouvernement qui donne déjà lieu un peu à des querelles, et donc ça laisse entendre qu'il y en aura beaucoup, notamment avec les libéraux et les écologistes ça commence bien. Sur l'avenir de Good Move et la mobilité. Et alors, il y a une épure budgétaire qui, alors on savait que c'était le gros nœud, la difficulté, 1 milliard d'euros à trouver, ce qui est quand même colossal pour une région comme Bruxelles. On a l'impression qu'il y avait un petit miracle. Non seulement on nous annonce un retour à l'équilibre en 2029, ce qui ne se fait nulle part ailleurs, mais en plus de ça, on donne des cadeaux fiscaux, et en plus de ça, ça ne fera pas mal. Donc, évidemment, il y a des experts, des économistes et d'autres partis dans l'opposition notamment qui ont dit peut-être que là c'est une manière un peu enjolivée de voir les choses, et c'est sans doute quelque chose sur lequel la majorité va se faire attaquer aussi ces prochains mois. Oui, donc tu l'as évoqué, d'abord sur ce volet budgétaire, 1 milliard d'efforts. La DPR dit clairement 80% sera fait sur les dépenses structurelles, baisser les dépenses, et 20% sur les recettes, amélioration de recettes ou nouvelles recettes. Ce qui n'a pas encore été dit, mais on va y venir. Alors évidemment, la question, c'est de savoir si ce budget est réaliste, et comme tu le dis, beaucoup en doutent. Moi, j'ai été voir les tableaux budgétaires, et effectivement, au niveau chiffres, tout est... Ça tient la route. Ça tient la route, en tout cas, la trajectoire est là. C'est quand on rentre dans les détails des mesures où il y a beaucoup plus de flou. Il y a des lignes budgétaires où on n'est pas encore, même au sein du gouvernement, on n'est pas encore tout à fait capable de dire de quoi il ressortira. Je vais peut-être prendre juste un exemple, c'est la simplification et la rationalisation de toutes ces administrations. Oui, qui est un des gros points qu'ils mettent en avant. Voilà. On va fusionner, on ne va pas remplacer les fonctionnaires. Exactement. Et donc, Georges-Louis Boucher a parlé même de 30% de l'effort au niveau des dépenses structurelles. On sait que Bruxelles est un sacré bidule avec beaucoup d'organismes en tout genre et tout cela, mais après, l'expérience nous dit qu'à d'autres niveaux de pouvoir, quand il y a eu de telles rationalisations, ça n'a jamais eu des effets, en tout cas pas d'une telle ampleur. Donc là, il reste vraiment un très gros point d'interrogation là-dessus. Et alors pour la partie recettes, là aussi, à la sortie de l'accord de gouvernement, il n'y a eu que des bonnes nouvelles. Donc très bien. Après moi notamment les additionnels à l'IPP qu'on va diminuer, le plafonnement qui va être augmenté pour tout à fait, l'abattement fiscal pour l'immobilier. Mais en gros, moi là encore, j'ai été voir des lignes budgétaires. Il y a clairement des lignes où ils veulent récupérer de l'argent, que ce soit via le tarif de la STIB, alors que la WEJ nous dit que le ticket à 1 euro est maintenu pour les seniors. Il y a aussi des taxes sur Jeux Paris, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, sur les immondices aussi. Donc là encore, il faudra voir à l'épreuve de la réalité ce que vaut ce budget, et c'est là toute la question. Moi j'ai interrogé quelques experts et c'était intéressant. Alors il y a par exemple Étienne de Calataille qui est le chief économiste d'Orcadia Asset Management qui disait lui carrément que selon lui la communication du gouvernement est malvenue parce que elle est peu crédible et qu'elle risque même d'entacher la crédibilité du politique. C'est quand même des mots assez durs. Lui disant qu'il ne croit pas que ce qui en tout cas
mis sur la table, comme tu le dis, dans la communication, parce que, comme tu le dis aussi, dans les tableaux budgétaires, il y a sans doute des choses dont on ne parle pas et qui vont arriver. Lui dit c'est impossible, quoi. C'est très bienvenu, évidemment, qu'on simplifie les structures, c'est nécessaire à Bruxelles ô combien, mais à côté de ça, il y a des choses qui risquent de faire mal, et on sait que dans les négociations préalables, il y avait des choses qui faisaient mal sur la table, hein, notamment l'augmentation des prix des sacs poubelles et que sais-je. Donc on risque d'avoir des choses dans cet ordre-là. Un autre expert, Gilles Carlier, qui est un spécialiste en finances publiques de l'Université de Namur, me disait, en fait, on parle beaucoup des dépenses, et c'est vrai qu'il y a un problème de dépenses, mais il disait, moi j'ai étudié les tableaux budgétaires de 2010 à 2024, et en fait, il dit, les dépenses n'ont pas tellement augmenté, dérapé. En tout cas, c'est pas le problème majeur. Le problème majeur, il se trouve au niveau des recettes, à la fois parce qu'il y a eu des réformes fiscales qui ont donné beaucoup de cadeaux, entre guillemets, et qu'il y a un problème de sociologie à Bruxelles. Notamment une paupérisation de la population, des classes moyennes qui sont parties. Étienne de Calataille me dit même il y a des revenus élevés à Bruxelles, notamment dans certaines communes, Uccle, Woluwe, Saint-Pierre, etc. Mais en fait, il y a beaucoup de ces gens-là qui sont passés en société de management. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est leur impôt, en fait, va au fédéral et pas au régional. Donc, il y a une série de choses qui font que ça suscite des questions. Je termine juste avec un petit point qui concerne cet artifice comptable qui est assumé par le gouvernement, mais qui permet de refinancer la société de logement régional Vivaqua, de donner l'argent qui manque à Canal, d'ailleurs, au projet de musée. Ça sort du périmètre du déficit. C'est des règles européennes qui le permettent. Oui, bon. Et ça se fait à d'autres niveaux de pouvoir, donc là, on peut dire que l'OpenVLD, Anders a marqué un point, mais quand même... Exactement, mais on sait que du coup... Ça coûtera quand même de l'argent. Pour l'endettement, ça coûtera de l'argent, absolument. Oui, tout à fait. Alors, on peut aussi toujours se poser la question de savoir finalement qu'est-ce qui a pu débloquer cette situation en 3 jours. Oui, on se dit que vraiment c'était le blocage total et en 3 jours, il s'est passé quelque chose. Alors, on commence à comprendre les entournures et les négociations qui ont eu en amont. Clairement, il y a eu un pacte libéral entre les libéraux et les socialistes. Libéraux flamands, d'ailleurs, en substance avant tout. Voilà, j'allais justement y venir. Donc d'abord, il semble qu'il y ait des discussions au sein du précédent gouvernement entre Anders et le PS. Donc Ahmed Laouej et Dirk de Smet. Dirk de Smet qui est le ministre sortant du budget, qui se connaissait avant d'expériences passées au fédéral en tant que Sherpa. Au fédéral, Dirk de Smet a aussi été directeur régional de la fiscalité et par ailleurs, en tant que spécialiste budgétaire, ils ont eu beaucoup de contacts avec Ahmed Laouej, qui est le spécialiste socialiste. Oui, c'est ça exactement. Et donc, il y a quelque part des affinités qui se sont créées là, en tout cas plus entre lui qu'avec Frédéric de Gucht, où là on sait que c'était fortement compliqué, mais on peut quand même se demander pourquoi est-ce que soudainement Anders a voulu a pu lâcher la NVA, s'est embarqué. Alors bon, bien sûr il y a cet équilibre budgétaire qui était clairement un point, on en a parlé. Il y a aussi ce retour peut-être des éléments de sécurité ou de propreté qui a été lâché un petit peu aux libéraux comme ça. J'ai entendu dire aussi pas plus tard qu'il y a 1 heure que la NVA poussait un peu le bouchon loin sur les questions institutionnelles liées au statut de Bruxelles et que les libéraux se sont dit en fait ils défendent pas la région. Mais voilà, c'est un élément de plus qui apparemment a joué beaucoup. Oui, c'est ça. Et alors, tu l'évoquais au début de ce podcast, il y a eu un certain nombre de cadeaux fiscaux où là en fait ça va alourdir la manne des recettes et forcément dans un contexte budgétaire qui est compliqué. On comprend le symbole derrière tout ça. C'est aussi limiter l'exode des familles bruxelloises vers les 2 autres régions. On peut se demander si ce sera assez, mais voilà ce qui a été promis en tout cas à Anders. Mais cela dit, c'est cette partie qui ont négocié en conclave ici en février, était tout proche de négocier en novembre dernier. Et là, on se souvient de positions du MR qui étaient beaucoup plus dures, en tout cas sur un certain nombre d'éléments. Tu le disais,
le sac poubelle est très peu cher à Bruxelles. Le MR voulait clairement l'augmenter. Oui, symboliquement, c'est fort. Hein, oui. Voilà, je me souviens que le MR voulait diminuer les subsides, le fonds des communes, hein, tout ce qui était l'argent pour le PS, c'était... voilà, évidemment. Ouais. Et puis, il y avait tous ces types de projets un peu pharaoniques, hein, type Canal Néo, où... En tout cas, le MR voulait mettre, si pas le holà, diminuer en tout cas les dépenses. Et de tout ça, finalement, quand on voit de nouveau les tableaux budgétaires, il ne reste que la diminution des subventions facultatives. Hein, ce sont les fameux faits du prince, où chaque ministre dispose d'une enveloppe qu'il peut allouer à plusieurs associations. Là-dessus, le MR a été intransigeant, mais... Quand on voit la liste, et encore, elle n'est pas exhaustive, hein, de tout ce qui a été cédé pour avoir ce gouvernement... On se dit que Georges-Louis Boucher, pour avoir cette victoire politique, a quand même dû faire un certain nombre de concessions. Mais j'ai eu des contacts dans les rangs libéraux ces derniers jours et on peut dire que ça jase sec. Hein. Franchement, il y a beaucoup de mécontents. Alors c'est toujours le cas quand il y a des gouvernements, des portefeuilles à donner. Forcément, il y a toujours ceux qui ne l'ont pas et qui sont déçus, c'est une évidence. Mais il y a deux choses que j'ai entendues qui sont quand même assez fortes. La première concerne le casting, c'est clair. Donc, pour rappel, Boris Diliès, ministre-président, Audrey Henry, secrétaire d'État, bourgmestre d'Uccle, bourgmestre de Scarbeck. Donc, en gros, on a été chercher des édiles locaux et on a complètement ignoré les parlementaires qui se demandent, parce qu'ils sont quand même nombreux. Donc, déjà, ils se demandent parfois un peu ce qu'ils font. Donc là, ils se demandent vraiment ce qu'ils font, quoi, vu qu'on ne va même pas les chercher quand il y a besoin. Et alors, l'autre point, mais tu l'as laissé entendre très justement dans ce que tu disais sur la négociation préalable et l'actuelle, c'est qu'il y en a qui disent en fait Ahmed Laouedj a tout raflé, quoi. Il est venu et il a négocié extrêmement habilement, sans doute avec le soutien et la préparation qu'ils ont mené avec Anders, les libéraux flamands, et ça évidemment aussi. Alors autant du côté du MR, il y a eu des grandes fiestas et on a salué jusqu'à Sophie Wilmès qui a été salué le travail consciencieux et la persévérance de Georges-Louis Boucher, mais en coulisses quand même, je pense que on lui lâchera pas grand-chose, surtout que ça risque de pas être aussi simple que ça pendant la législature, quoi. Ben oui, mais donc c'est vraiment cette clé, hein, pour moi, Anders et PS, hein, comment est-ce qu'ils pourront s'entendre durant cette législature? Est-ce que cette alliance de circonstances qui en est devenue une pourra perdurer? Ce qu'on voit, hein, parce que pour l'instant on est plus sur une, comme je le disais, une alliance, je te donne ça, je te donne un peu sur la sécurité, la propreté, un petit peu de diminution de fiscalité, voilà, des bons arrangements. Le PS a obtenu, on l'a dit aussi, tout un tas de choses. Est-ce qu'il n'y a pas une stratégie plus grande? Là, on voit quand même... Parce qu'ils s'entendent même au fédéral. Enfin... Exactement, j'allais y venir. On a vu une sortie un peu surprenante d'Alexia Bertrand et de Frédéric Dardenne. Donc tous deux parlementaires. Au même moment presque, hein, ouais. Tout à fait, fédéral, qui avaient des mots tous les deux, chacun évidemment dans leur registre politique, mais qui avaient des mots très durs contre l'Arizona. Et là, on peut se dire, est-ce que quoi, c'est une stratégie pour depuis Bruxelles essayer d'imposer une critique politique ensemble de se positionner politiquement contre cet Arizona? Franchement, honnêtement, je ne sais pas quel bénéfice électoral on peut en retirer de cette alliance. On sait bien qu'à l'Open VLD, ça lui a coûté très cher d'aller plutôt du côté progressiste de la force. Donc voilà, moi ça m'étonne, je ne sais pas ce que tu en penses de ça. Mais c'est en tout cas un fait politique étonnant, et c'est un fait politique tout court, parce qu'effectivement, je pense que c'est clair qu'il y a cette entente qui se manifeste. Faut pas oublier une chose qui est quand même très très importante, on en a déjà parlé ici et ailleurs, mais c'est que dans cette majorité, on a laissé tomber la NVA. Or, c'était aussi un des nœuds, hein. On sait bien que l'Open VLD, Anders, voulait absolument que la NVA soit dans le gouvernement. Le PS ne le voulait absolument pas. Donc, en clair, le PS a obtenu gain de cause. De nouveau. Et voilà. Et le risque, c'est que... ça crée une opposition frontale avec la NVA. On l'a vu d'ailleurs un temps dans l'histoire du bilinguisme de Boris Diliès, du ministre-président, que dans les tableaux budgétaires, que la NVA est déjà en train de mener une bataille, tout ce qu'elle peut de cet accord bruxellois.
Et donc ça va être une clé parce que on sait que Bruxelles a des enjeux structurels à gérer, que ce soit en matière de sécurité, en matière de financement, en matière de grands travaux, et que cet axe-là, il va être à l'épreuve des faits face à une NVA qui ne sera pas très coopérative. Oui, c'est ça, avec peut-être à terme des retours de discussions institutionnelles. On voit bien que la NVA, en tout cas, est en train de s'y pas se positionner comme ça. Il y a quand même quelques faisceaux d'indices. Moi, j'ai une opinion assez claire. C'est que si l'Arizona n'arrive pas à être reconduite en 2029, on court tout droit à la discussion institutionnelle. Le PS et la NVA. Oui, tout à fait, le PS et la NVA, mais la NVA, par son positionnement... même Bardewever l'a déjà laissé entendre. Il dit la situation est compliquée à Bruxelles, ça a mené à 600 jours de blocage. Je vois que la situation ne vous satisfait pas, vous francophones. Eh bien, discutons. On peut discuter de ça et on discutera d'autres choses au niveau institutionnel. Donc là, on voit qu'il a un début d'ancrage si ça devait mal se passer, je le répète, au niveau de l'Arizona. Et ce blocage au niveau bruxellois, j'ai envie de dire, qui est débloqué pour le moment, est tout relatif, on l'évoquait au début. C'est un accord quand même qui laisse beaucoup de zones d'ombre, 24 pages de déclaration de politique régionale. Je pense que c'était plus d'une centaine pour la région wallonne, pardon. Et même la précédente, j'avais lu, c'était 120 pages. Enfin voilà, on voit que c'était beaucoup plus fournu, négocié. Ouais. Donc en d'autres termes, il reste tout à... Là où il y a du flou, il y a un loup, bien sûr. Ouais. Et on le voit, et on l'évoquait au tout début de ce podcast, prenons la thématique de la mobilité. Quand on voit les sorties d'Elke van den Brandt et de Boucher qui répond du tac au tac, non, le plan Good Move n'est pas abandonné, non, il sera renommé, non. Enfin, on voit que déjà, là, il y a une dynamite dans ce gouvernement. Franchement, honnêtement, je ne sais pas s'il ira à son terme. En fait, tout dépendra peut-être de cette relation entre Anders et le PS. Vont-ils jouer le rôle d'arbitre entre le MR, où on sait bien qu'à un moment, Georges-Louis Boucher sortira de ses gonds, et les écologistes, par exemple, sur toute une série de dossiers? Il y a ce mobilité, mais il y a aussi tout le volet du logement qui oppose plutôt là les socialistes et les écologistes. Donc là, en fait, il y aura peut-être une clé de la part d'Anders et le PS. Et si ça tourne mal, par contre, c'est ce que je disais au début, et on en revient au rôle pivot de Bruxelles, qui sera un petit peu le symbole de ce qui ne va pas en Belgique ou de ce qui peut être négocié. Et là, on est reparti pour des discussions institutionnelles comme tu les as bien connues dans les années 2000. On l'a dit pendant la crise des 613 jours, comme il faut l'appeler désormais, et l'accord de Saint-Valentin a mis un peu du baume sur ce mal-là, mais c'est qu'on est dans une question existentielle pour Bruxelles, une question de survie du statut régional. On sait qu'il a été difficile à obtenir, c'est la dernière région qui a vu le jour dans les années 80. Aujourd'hui, c'est une région qui est quand même mal aimée, qui reste mal aimée, et donc je pense que ce sera à la fois un ciment, parce que les Bruxellois ont développé une identité, y compris au sein des partis, et donc peuvent s'entendre pour se dire ok, il faut qu'on serre les rangs parce qu'on doit sauver Bruxelles, mais ça risque aussi évidemment d'être une difficulté supplémentaire. Je citais Étienne de Calataï tout à l'heure, l'économiste, qui me disait, qui me rappelait qu'il y a des effets pervers, et j'en cite au moins 3. Il y a le fait que la fiscalité est très défavorable à Bruxelles parce qu'elle se fait sur le lieu de résidence et pas de travail. C'est pas le lieu de travail, donc tous les nafteurs, ils payent leurs impôts ailleurs. Il y a une question, je l'ai dit, liée à la fiscalité des hauts revenus et à la sociologie de Bruxelles, qui là aussi fait qu'il y a certaines dépenses fiscales qui partent, certaines recettes fiscales qui partent plutôt fédérales. Il y a évidemment toujours le carcan, la fameuse frontière des 19 communes qui font que Bruxelles est coupée de son hinterland socio-économique. Donc en gros, il y a un peu un ver dans le fruit qui fait que la gestion de cette ville est devenue extrêmement compliquée, et donc elle sera mise à l'épreuve maintenant pendant, me rappelait le ministre du budget d'Yves de Smet, 1200 jours, donc il reste 1200 jours pour essayer d'en faire quelque chose. Oui, c'est vrai que c'est relativement peu, mais donc beaucoup de défis pour cette région bruxelloise. Merci Baptiste. Merci Olivier. C'est tout pour aujourd'hui. Vous vous intéressez aussi à l'actualité boursière et au conseil des investisseurs. Alors retrouvez-nous également sur le canal Trends Bourse. À très bientôt, ici sur Trends Tendance et sur Trends Bourse.